Salut les amis, je voulais juste vous dire obrigado, merci, shukran, thank you, gracias pour les 170 écoutes. J'ai reçu des likes, des retours avec Romish et Julien, et j'ai reçu aussi des messages sur mon Insta zakaria.standup où j'ai des commentaires super positifs. Ça donne envie de continuer et ça fait chaud au cœur. Alors merci beaucoup. Continuez à liker, à nous faire vos retours. Et j'espère que vous allez vous régaler sur cet épisode-là. Il est un peu plus intimiste, où on parle de nous. Bon épisode. Et je vous dis, hasta luego. Ciao, ciao. Scroll pas. Scrollez pas les amis. Scrollez. Je crois que ce truc il va me coller à la... Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonne année. On peut se le dire encore jusqu'au 30 janvier. Hein. On peut se le dire encore. Bienvenue dans notre podcast. Par la porte ou par la fenêtre. Spécial. Ça va être un épisode spécial. Ça va les amis ? Ça va et toi l'ami ? Il est en train de décéder Julien. Il vient de manger un lutti. Vous savez, c'est les bonbons qui pétillent et qui piquent dans la bouche. Hein Julien ? Ils sont hyper toxiques si ça se trouve. C'est clair. Ah ouais. Vous allez bien ? Bah on va super, nickel, détente là, c'est janvier quoi, il fait froid, tout va bien. Il fait très froid, je crois que ce matin il faisait -2, -3, il fait très très froid. On est en train d'en perdre un là. Ouais, on est en train de... il y en a un qui va nous quitter. Écoute, c'est les statistiques. Bienvenue, welcome pour ce nouveau podcast, ce nouvel épisode. Ouais, épisode spécial. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial qu'on va appeler l'épisode, je sais pas, 3 ou 4, je crois quand même. Ça dépendra de... Ça dépendra que... Faut faire chier. Ouais. L'épisode combien ? Ouais, ça va être... Pas combien minutes ça va juste ça. Ça va être un épisode spécial, les amis, parce qu'on va l'appeler l'épisode Qui sommes-nous ? Et cet épisode-là, on va essayer pendant moins d'1 heure, on va essayer de tenir le temps, de parler de nous, de notre parcours et de vous les amis pour que les gens sachent qui vous êtes, parce qu'ils savent pas qui vous êtes, ils entendent Juju, ils entendent Romish, mais ils savent pas qui sont Juju, ni Romish, ni Zakaria. L'idée, c'est qu'ils puissent nous connaître un tout petit peu plus, savoir cette voix qu'ils entendent de Romish, de Scroll Pass, d'où ça vient. Ça vous va ? Ouais. Oui, très bien. Ouais. Ok, nickel, génial. Bon, on va commencer par Romish. Romish, allez, bois ton petit jus d'orange. Je bois mon jus d'orange. Salut Romish. Salut Zach, ça va bien ? Alors déjà, juste avant de commencer l'émission, j'aimerais dire, comme je pense que ça va être un running gag pour la suite de ce podcast par la porte ou par la fenêtre, j'aime bien faire des petits paris et je pense que vous avez bien... vous connaissez maintenant Zach, qui lâche son petit RAW dans chaque épisode. Dans le podcast numéro 2, il a lâché 2 RAW en l'espace de 20 minutes, c'est un record. Record. Et donc je pense que là, je dirais 12 minutes. Aujourd'hui, je crois que ça va être moi. Je le sens venir, ça va être moi. Ça va être moi. Donc oui, je t'écoute mon petit Zach. Alors, on démarre avec toi, Romish ? On démarre. Je t'écoute. On démarre la machine. Yes. Romish, avant de dire Romish, déjà c'est l'histoire derrière Romish, il y a un petit garçon. Il y a un petit garçon qui s'appelle Romain. Voilà. C'est bizarre qu'on m'appelle comme ça maintenant. C'est vrai ? Je suis choqué. J'ai l'impression qu'on m'engueule quand on me dit Romain. Personne t'appelle. Une fois on m'appelait Romain sur scène, j'étais énervé. C'est vrai ? Parce qu'on m'a dit mais non, c'est sur scène, c'est pas ça. Oh ok. là là, alors Romish, quel mégalo déjà. Ah non mais c'est vrai qu'il y a cette couverture un peu. J'ai cherché l'autre jour sur Facebook et je trouvais pas. J'ai fait putain oui c'est Romain. Sur Facebook. Ah bah oui, c'est vrai, c'est Romain mon prénom. Ouais, tu vois. Et je le trouvais pas. Là, je trouve que Romain sur scène, c'est trop. Ça annonce pas le personnage, tu vois. Moi, c'est. Après, à la base, c'est pas du tout mégalo parce que c'est pas moi qui ai choisi. C'est en fait en soirée, on était bourrés avec des potes. Et il y a une pote qui m'a sorti Romish. Et puis tout le monde l'a suivi. Puis du coup, c'est resté comme ça. Puis j'aimais bien. Puis j'ai dit, tiens, quand j'ai. Après, tout le monde m'appelait comme ça. Puis après, du coup, quand j'ai lancé le stand-up, j'ai commencé le stand-up. Tout le monde m'appelait comme ça, quoi. Okay. J'ai voulu lancer comme ça. Ok, alors avant Romish, il y avait Romain. Il y avait Romain. Et Romain est né où ? Et il est né quand ? J'adore ces interviews. On m'a jamais interviewé, là, c'est bizarre. En fait, je suis né à Châteaubriand, entre Nantes et Rennes. Un petit peu difficile l'enfance déjà. 13 000 habitants. Un château, il est brillant. Ah, je rigole, mais une fois j'avais été voir Kev Adams en spectacle et on avait levé la main parce qu'il nous demandait vous venez d'où. Et j'ai levé la main, il dit Châteaubriand, un château qui brille. C'était sa vanne, mais tout le monde avait rigolé. Bon, c'est marrant. C'était sa vanne ça ? Je viens de la faire. Oh là là. Et c'était sa vanne ? C'est sa vanne.
Tu me dis que j'ai le même niveau Attends, que tu Kev fais Adams. des vannes sur des villes, c'est pas facile, hein. Tu peux trouver mieux si tu fais pas de vanne à ce moment-là. C'est Ouais, bah après une donc. tristesse de un Châteaubriand. Tu vois, Zach, c'était éclaté. Tu peux dire que c'était éclaté. C'était éclaté. Mais si tu rajoutes la tristesse éclatée, ça fait beaucoup quand même. Et donc je viens de Châteaubriand, voilà, une ville où j'ai grandi entre mes 0 ans et mes 25 ans. Après, je suis parti ailleurs. T'es breton. Ah non, alors là c'est pas vraiment breton, non. Châteaubriand. Ah ouais. C'est entre Ah Nantes et Rennes, mais non. Après c'est un grand débat. Hein. Peut-être qu'il y a des Castelbriantais parce qu'on dit des Castelbriantais là-bas. On dit des D'accord. Castelbriantais. Ok. Et donc à la base, si on revient longtemps en arrière, c'est-à-dire qu'à partir de mes 10 ans, selon les recommandations de mon pédiatre, j'avais un rendez-vous chez mon pédiatre. Il va Et la mère qui raconter était toute là. sa vie. Mais qu'est-ce qu'on a Et là, foutu du il m'a pédiatre dit, Romain, faut qu'il fasse du théâtre. Il m'a vu, là, faut faire bouger celui-là. Hein. Ok. Donc, Ah ouais. j'ai fait, oui, c'est vrai. Mais J'ai commencé le théâtre à 10 ans. Et mon premier cours, ça s'est pas bien passé parce que mon prof de théâtre m'a dit, mais je sais pas ce qu'on va faire de lui. et il y a des trucs que je comprenais pas, Moi, j'arrivais ça pas me à surprend faire. même pas. En vrai. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais arrêter, quoi. ok. Mais Et- là, j'ai posé la question d'où tu viens. Je viens de Châteaubriand. Et t'es basculé au théâtre. Extraordinaire. ouais, parce que du Mais coup, c'est ça fait- là où tu vois le talent. Le théâtre. Tu vois le talent. Il y a du talent quand même. Attends, Il a mais déjà le prof commencé. de théâtre lui a dit je sais pas ce qu'on va faire de toi, je vois ouais, pas. pédiatre. Est-ce que t'es breton? Je lui dis, est-ce que t'es breton? Non, je suis pas breton, je suis Castelnazarin. D'accord. Et le pédiatre m'a dit, le théâtre. Oh, le pédiatre, il vient. Ça, c'est l'univers de Romiche. Tu vois. Voilà, et c'est que le départ, Voilà. ça. C'est que le départ. Ça a ni queue ni tête, mais ça donne. C'est moi, quoi. C'est lui. Je- Ok. Et tu me disais, ok, tu viens de Châteaubriand. Voilà. De 0 à 25 ans. Voilà. Ok. T'as fait toutes tes études à Châteaubriand. Toutes mes études, ou une partie. Une bonne une partie. bonne partie des études. Est-ce que quand t'étais gamin, quand t'étais tout petit, que ce soit en primaire, est-ce que t'étais déjà marrant? Alors en fait, ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est ma manière d'être en fait qui était visiblement drôle. Même quand j'étais petit, j'ai un peu le mouton noir de la famille, moi. En mode, ouais, il est bizarre celui-là, il est pas comme tout le monde. Et même des fois, je me suis dit, mais est-ce que je suis véritablement le fils de mes parents? Mais Je sais pas comme mes parents, c'est pas pareil. C'était Ah, ma- dans ta famille proche ou genre la grande famille Non, avec les cousins, dans ma tout famille, ça on est quatre. Quatre, je veux dire, ma proche famille, genre, j'ai mes parents, j'ai ma sœur et moi. Ouais. Ma sœur qui est complètement. Elle est assez réservée, quoi. Elle est pas énergique comme moi, elle saute pas partout comme moi. Mon père, il est un peu comme moi, mais il est quand même sur la réserve, il peut faire un peu le foufou des fois, tu vois, à 60 ans, mais il se cadre un peu. Moi, je n'ai pas de limite. Hein. Moi, quand je suis parti à faire quelque chose, je le fais. Puis souvent, on me dit, bah non, doucement, calme-toi, t'es trop. On m'a beaucoup dit, t'es trop comme ça. T'es trop comme ça. T'es trop. Des petits, on a commencé à te dire t'es trop. Ah ouais, t'es trop comme ça. T'es trop beau, T'as un truc à on te l'a dit extérioriser. ça Hein? T'es trop beau, on te l'a dit. T'as ça. trop de cheveux. Non, c'est un peu. T'es trop comme ça. Il y a même mes anciens beaux-parents, donc les parents de mon ex-ex-ex, qui me disaient ouais, t'es trop comme Bon, ça. salut. Il y a beaucoup de XXX. Tiens, le mec, il se la raconte. Ouais, oui. XXX. Non, j'en ai eu pas beaucoup. 3 ou 4. 3 ou 4, c'est beaucoup? Ouais, Ah, t'as fait par an. XXX, je crois. 1, 2, 3. Ouais, ça fait 4 XXX. C'est ma première copine. Ta première copine, ouais, ok. Voilà, on m'a toujours dit comme ça, puis parce que voilà, que j'étais trop comme ça. Et moi, au début, je me suis dit, mais j'ai peut-être un problème. Et à l'école, c'était quoi le rapport du rire? Parce que souvent, le rire, ça commence. On commence à sentir aussi à l'école la différence quand on a les gamins, ils sont très durs à l'école maternelle et aussi en primaire. Est-ce que tu sentais que toi, à l'école, ça commençait aussi à venir parce que t'étais différent? J'adore faire rire les gens, surtout j'adore me faire remarquer surtout parce qu'en fait j'aime bien amuser un peu la galerie, tu vois, à l'école. J'étais un peu réservé, mais quand j'étais en confiance avec des gens que j'aimais bien un petit peu me faire remarquer en mode regardez, je sais faire ça, vous savez pas le faire, je vais le faire. Un peu me faire remarquer, mais les études, j'en avais rien à foutre, j'aimais pas apprendre, mais je voulais faire le clown en fait. J'aimais bien me faire remarquer, un peu bousculer les choses, je me faisais engueuler un nombre de fois énorme, quoi. Okay. Mais voilà, vraiment faire le con, quoi, faire le pitre.
C'est ce que disait à l'école. Et en famille, est-ce que tu faisais aussi le... Encore aujourd'hui, les repas de Noël, voilà, on y va, on se met debout, on fait ça, on fait des trucs, on fait des conneries. Moi, j'aimais bouger partout, quoi. Au début, on me disait non, tu fais trop ça. Ouf, calme. Au début, je me suis dit, mais j'ai pas le droit de faire ça. Et en fait, bah si. Et moi, faut assumer que d'être comme ça. Personne dans ta famille n'est Ah non. Bah, cette jovialité en quelque sorte. Et il y a des gens, on dit joviaux. Ça se dit ça, joviaux? Tout se dit dans la langue française. Même si ça n'existe pas, tant pis. Tout se dit dans le podcast. Peu importe la syntaxe, la grammaire, etc. Ouais, il y a des gens joviaux, mais moi j'aime bien. On me l'a beaucoup dit depuis que je suis tout petit. J'ai une énergie qui dépasse, je sais pas quoi. Moi j'aime bien être comme ça. Je suis comme ça. J'étais animateur après dans les clubs vacances. On y reviendra. Alors, ce qui fait que là, on parlait de la période de l'école. Okay. L'école, ouais. École, collège. Est-ce que là, à ce moment-là, l'humour ou ce qui se fait d'une autre manière, t'as touché d'une manière ou d'une autre? Est-ce que t'as vu une vidéo, t'as vu un artiste, t'as vu quelqu'un que t'as dit waouh? Alors non. Alors là, à ce moment-là, j'étais dans ma période de manque de confiance. J'étais beaucoup dans la moquerie à ce moment-là. Donc en gros, on se moquait de moi, pas par mon physique. J'avais beaucoup de boutons, un peu la peau grasse, tu vois. On se moquait parce que j'étais aussi grand. J'étais très naïf. J'avais pas beaucoup de potes parce que du coup, voilà, les gens étaient un peu contre moi. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris des gens comme ça qui sont un peu contre toi. Un peu. C'était pas du harcèlement, mais c'était en mode. Voilà, nous on est plus forts, toi t'es de la merde. Donc tu vois, il y a à ce moment-là un manque de confiance en soi. Tu utilisais pas l'humour pour te défendre? Non, du coup je savais pas comment l'utiliser. Tu vois, à ce moment-là, non, primaire oui beaucoup, mais à partir du collège, non. Collège très dur, comme très dur. Moi je découvre de plus en plus parce que je suis papa aussi et que je me rends compte que la période du collège et lycée, c'est pas ma préférée. Moi. Collège, c'est très compliqué. C'est très violent aujourd'hui, surtout la génération aujourd'hui avec les réseaux sociaux. La c'est moquerie, très violent. Ah la oui, moquerie, les c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Parce que moi j'avais beaucoup en mode t'es comme ça. Moi on me disait beaucoup que j'avais les oreilles décollées, donc du coup je me dis attends, j'ai un problème au niveau du physique, etc. Et puis il y a une certaine vengeance après dans le lycée où en mode ah ça y est, ça a commencé à aller mieux, j'ai rencontré de nouvelles personnes dans notre lycée, et du coup bah là j'essayais de revenir un peu moi-même, d'être un petit peu excentrique, etc. Et là j'avais un peu repris vraiment qui j'étais, quoi. Ok. C'est important de s'aider soi-même aussi. Du collège. Début à 16 ans. À 16 ans. Ça y est, j'allais bien. Ok, et toujours pas d'humour? Tu regardais pas l'humour, d'humoriste? si. Moi j'aimais bien faire. Tu regardais des spectacles chez toi? Ouais, à ce moment-là, c'est là que j'étais voir Kev Adams. J'étais fan de Kev Adams quand j'étais petit, moi. D'accord. Kev Adams, Gad Elmaleh. Moi j'adorais ça, moi. Est-ce que tu as eu une cassette ou une vidéo? C'est pas de référence pour tout le monde, hein. Il est très clivant, Kev Adams. Ouais. Donc il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais moi j'adorais parce que du coup j'avais vu en spectacle. Là, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu les one man, etc., les stand-up. Okay. C'est ça que j'ai vraiment kiffé. Je dis tiens, c'est ça que un jour je ferai peut-être, mais c'est un rêve, quoi. Déjà là. Ah ouais. Depuis que j'ai commencé le théâtre, dès que j'ai fait mon premier spectacle théâtre, donc avec ma passion, vu que j'ai fait de l'art dramatique de théâtre, j'en ai fait pendant 8 ans en fait, de 10 ans à 18 ans. Et donc à ce moment-là, pour vous dire que j'ai kiffé ça, c'est que dans ma rue, j'allais mettre des flyers dans toutes les boîtes aux lettres autour de chez moi pour me dire allez, faut venir au spectacle. Et mon premier spectacle, je l'ai fait avec une cheville cassée. Et ça fait marrer les gens. Et le truc, c'est qu'en fait, à la base, je devais être normal, genre sans. Tout nu. Voilà, le zizi à l'air. Non, mais. Et donc, mon premier spectacle, je l'ai fait en 2004. Donc avec les gars de ma troupe, quoi, de théâtre. Donc on était une dizaine. Et là je fais spectacle et tout. Moi je dis je sais pas ce que c'est un spectacle, je sais pas ce que ça donne. Et quand on l'a fait le spectacle devant 400 personnes, donc dans un théâtre, etc. J'ai fait rire pour la première fois des gens, mais vraiment sur scène. Et là j'ai dit mais c'est ça que je veux faire, quoi. Et j'étais avec mes béquilles, là j'étais dans le plâtre encore à ce moment-là. Tiens, j'ai fait la rire moi-même, j'étais tout seul sur scène. J'ai rien dit, hein. J'ai juste crié ce qu'on poursuivait. J'étais comme ça en train de courir avec mes béquilles et ça fait marrer les gens. Non, j'entends plus. Je n'entends plus. Tu n'entends plus. Tu veux que je te mette plus fort? Ça y est, il est sourd, Zach. On règle la technique en direct. Yes. Tac, je mets plus fort là.
Non, c'est pas le bon. Non, vas-y, là, c'est bon. Ouais, vas-y. T'entends quoi? Non, c'est bon, c'est arrêté, quoi. Ouais, vous m'entendez. Ah, moi, mais je j'ai plus t'entends, rien. moi. Ouais, bon, j'ai peur. Pas grave. T'as plus rien? Je suis sourd et je resterai sourd. Et Là, alors, j'augmente à fond, là. est-ce que tu te rappelles mieux, là de la pièce de théâtre? La pièce de théâtre? Eh Ouais. bien, ouais, je me rappelle très bien, mais je sais plus le nom. Ok, c'est ok. C'était ta première. C'était un spectacle de fin d'année, en fait, si tu veux. Ok. Donc, bah, du coup, voilà, j'ai joué mon rôle, quoi, d'estropié. D'estropié. Donc, voilà. Et est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit, je veux faire ça comme métier? C'était un rêve de faire À ce moment-là, je me dis. métier. Je parle vraiment de Ah ouais, métier. alors Comment non, est-ce que pas au tu t'es dit? début. Ok. Je me suis dit, en fait, c'est inatteignable parce que je me suis dit, bon, bah, pas possible parce qu'il faut être connu, faut être pistonné, machin. Donc, je me dis, bon, je fais ça pour le kiff. Ok. Et après, j'ai vu que comédien, ça pouvait se faire, quoi. Ok. Donc, après, je dis, tiens, je voudrais bien faire ça. Ok. Donc, jusqu'au bah, tout ce qui est lycée, collège, j'ai voulu faire ça. Ok. On est à 16 ans. Tu disais tout à l'heure. Ouais. Ouais, 16 ans, à ce moment-là, je voulais faire ça. Après, Et le déclic, c'est à quel âge? Le déclic, complètement, le déclic, tu t'es dit je veux faire ça, c'était à quel âge? Ah, le déclic. Après, en temps, je voulais faire animateur radio, donc j'ai fait animateur radio, Ok. animateur dans les clubs vacances, etc. Et après, vraiment, quand j'ai vu le déclic, bah, c'est beaucoup plus tard, c'est-à-dire qu'à partir de 29 ans, je me suis dit, allez, je me lance là-dedans, quoi. Et pendant que tu faisais l'animation, est-ce que tu as intégré des sketchs, que ce soit à la radio, que ce soit animation en vacances? Est-ce que tu commençais à des petites intégrer blagues, des personnages, des choses comme ça ou pas du tout? Non, mais j'aimais beaucoup parler aux gens, les divertir, quoi, déjà, pour commencer. Avant l'humour, déjà, vraiment les divertir, déjà, parce qu'on peut avoir de l'humour en divertissant les gens comme ça, quoi. Ah bah oui, divertissement, tu peux faire Et plein de vraiment choses. travailler, parce qu'après, j'ai pu voir plus tard qu'en fait, pour faire des blagues, bah, faut faire les blagues. Et Ok. ça, on peut pas non plus être drôle tout le temps, parce que ça se travaille. Mais je sais que j'avais quelque chose que je pouvais faire, c'est-à-dire qu'en fait, utiliser mon corps comme objet de scène, quoi, qui peut faire rire des gens. Mais en voulant faire la radio, t'avais pas Ah bah non, cette et option-là. c'est et pour ça que j'ai arrêté. frustrait pas. Ok. C'est parce que je me suis dit, en fait, moi, j'ai besoin d'être sur scène, j'ai besoin de bouger, Ouais. parce que j'adore danser, j'adore bouger. J'adore faire de bouger, de mouvoir quoi sur scène, quoi. Donc je me suis dit, en fait, il y a le rire, mais il y a aussi la gestuelle sur scène Ok. qui sert. Et ça, j'ai beaucoup fait quand j'ai fait du théâtre. Et tu vas me dire pourquoi j'ai arrêté le théâtre, peut-être non. C'est exactement ce que Parce j'allais que dire. Pourquoi c'est- tu as basculé du théâtre à cette nouvelle formule qui est stand-up? Pourquoi tu t'es pas resté dans le théâtre? Parce que le théâtre, c'est quelque chose où tu peux interpréter plusieurs personnages. Pourquoi Ouais. tu as souhaité basculer dans cette phase-là de stand-up? Parce que le stand-up, tu parles de soi, il y a très peu de personnages, même si moi je suis contre l'idée qu'il n'y a pas une seule forme d'art, il y a plusieurs formes d'art. Ah mais bah oui, il y en pourquoi, a innombrables de fois. pourquoi basculer du théâtre au stand-up? Attends, j'avais pas compris ta question. Pourquoi tu as basculé du théâtre, tu l'as arrêté et que tu étais parti Ah sur oui, une formule ah oui. plus stand-up? Bah en fait, du coup, c'est pas une question que j'aimais plus ça, c'est juste une question d'études. Je suis parti après dans une première pour faire infirmier. Au début, je voulais faire infirmier, D'accord. comme ma mère. Ok. Ah, ma mère est aide-soignante, mais bon, dans le milieu médical. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu qu'en fait, bah, je passais beaucoup plus de temps à déconner avec les. Parce que j'adore écouter les gens parler. Mhm. Donc, je passais beaucoup de temps avec les personnes âgées. Beaucoup de temps avec les personnes âgées. Du coup, une fois, j'ai oublié une barrière de lit, tu vois. Et je me suis fait virer. Mais parce que la personne est tombée? Non. Non, parce que du coup, avant de partir, de finir mon Premier service le degré. soir, Ah oui. là, entre guillemets, Ouais, mais tu bordes un ça- peu les lits, tu vois. Et ça- tu mets des barrières sur les côtés de barrières de lit. Donc, Mais ça du coup, pas- j'avais oublié une fois. T'as Donc, pas eu créé d'accident, tu vois? C'est non, j'ai juste pas un créé oubli. d'accident, mais j'étais viré. Souvent, tu vois des signes des fois dans la vie qui t'amènent vers un truc. Moi, je me dis, bah, si je me fais virer plusieurs fois, ou si on te met des Il y a pistes, beaucoup de barrières. Ouais. des pistes dans ta vie, des chemins, tu te dis, bah, ça, je ne peux pas faire déjà, ça, je vais essayer. On te met sur des pistes. D'accord, ok. Et donc, du coup, si on est là Et à faire du stand-up aujourd'hui, qui t'a amené à la piste du stand-up? qui m'a amené? Il y a plusieurs facteurs. Hein. Déjà, vraiment, le déclic, c'était une fois, j'étais voir un comedy club en Normandie, à Ah. Saint-Lô. C'est la première fois que j'en voyais un. Donc, j'avais 29 ans. Donc, en vrai. Et puis là, j'ai vu comment ça se passait. Je me dis, tiens, ça y est, je suis en face d'humoristes, ils font des blagues. Peut-être que là, il y a moyen de faire quelque chose. Et là, comme je l'ai dit, je pense, dans le podcast numéro 1, C'est ça. On a J'ai parlé pas de osé. cette anecdote. et ma copine m'a dit, bah si, allez, hop, on y va, demande, hein, parce que sinon, tu le feras jamais. Et du coup, j'ai pu faire 5 minutes après, et puis etc. Puis là, je me dis, on peut le faire. Donc, si on peut le faire, j'ai appris plus tard qu'on pouvait en vivre, Ok. etc. Et puis après, c'est là que j'ai fait plusieurs comédie clubs après.
Et aujourd'hui, là, ça va faire 1 an et demi que tu fais du stand-up, c'est ça? Ouais. Ok. Quel est ton rapport à l'humour et stand-up? Comment tu peux aujourd'hui donner une définition à toi, déjà par rapport à ton style? Quel est ton stand-up à toi, si les gens veulent te découvrir? Et quel est le stand-up que toi tu préfères et que tu aimes? Alors, le truc que j'aime sur scène, c'est quand Augmenter sa voix suave. Non, parce que Alors moi, c'est bien. Bonjour. Quel est ton stand-up déjà? Quel est mon stand-up? Aujourd'hui, est-ce que tu as trouvé ton style? C'est une vraie je pensais. En fait, du coup, je pensais. On va dire, je suis en train de me rencontrer, on va dire, de trouver mon clown, on va dire. D'accord, ok. Je suis en train de chercher, je l'ai presque, on va dire, mais des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ok. J'ai pas envie de faire comme tout le monde, faire du stand-up pur, parce qu'il y a du stand-up pur et du one man, du seul en scène, etc. Et je me suis dit, il y a une scène. Pourquoi pas utiliser toute cette scène, de bouger son corps, d'utiliser ce moment où les gens te regardent. C'est le seul moment, le seul endroit où les gens peuvent te regarder, c'est une scène. Donc je me suis dit, on va utiliser tout ça. J'ai pas de référence vraiment au niveau artiste. Je commence uniquement là en ce moment, je suis en train de regarder plein d'artistes différents pour me dire mais qu'est-ce qui pourrait me plaire pour apporter une plus-value à ce que je peux faire sur scène. T'es un consommateur de stand-up ou d'humour de spectacle ou pas du tout? Eh bien, pas vraiment. Hein. En fait, c'est plus en mode, je regarde tout ce qui se passe autour de moi et je me dis qu'est-ce qu'on peut. En fait, moi, je veux divertir des gens. Je veux les faire un peu voyager, un peu en mode les emmener quelque part dans mon monde à moi et leur faire découvrir un truc. Après, voilà, j'étais pas trop. C'est plus dans les gags, dans l'animation. Ma question était, voilà, cher Romiche, est-ce que tu consommes des spectacles? Est-ce que tu en regardes? En ce moment, oui. En ce moment, oui. Mais avant, non. Non, en fait, c'est venu de petit à petit, quoi. Ouais, et là, Genre, et là, tu en regardes de plus en plus. Ouais, carrément, ouais. Et je regarde beaucoup de spectacles anciens. C'est-à-dire dans les années 80, 90, ce qui se faisait en stand-up au départ. D'accord. Il y a 30 ans, quoi. Pour voir comment eux, ils le faisaient par rapport à aujourd'hui. Et je regarde beaucoup de stand-up américain, maintenant. Ah, vous êtes anglophone? Yeah. Oh, yeah. Alright. On a senti le passage. On a senti le passage. Non, tu parles anglais? Pas du tout. Ok. Ok, on va s'arrêter à alright alors. Yes. Ok, ce qui fait que tu es là dans une période un peu de recherche de ton clown, Non, c'est juste qu'en fait j'ai envie d'apporter, j'essaie de me dire qu'est-ce que je peux apporter de plus ou de faire. Là, je suis vraiment en recherche, en mode j'ai pas envie de faire ce qui se fait déjà, ce qui se fait. On y va ensemble sur ce qui se fait déjà. Voilà, on y arrive. Okay. En fait, j'ai vraiment envie de trouver, de chercher l'originalité. En fait, j'ai vraiment envie de faire un truc qui ne se fait pas. Donc des fois on peut me dire ouais mais on réinvente pas la poudre comme ça. Donc du coup on va essayer de chercher des trucs qui se font pas. Et ça peut prendre des mois, des années et peut-être que ça sera jamais. Et toujours des je te jure, j'attends toujours la chute de l'expression. Il n'y a pas de chute, c'est à vous de trouver la chute. Tiens, on pourrait faire un concept aussi. Trouve la chute. Et ce que ça veut dire, c'est que aujourd'hui, tu te dis, tu es en train de chercher un concept, enfin ça, ok. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, tu sais quel est l'objectif pour toi quand tu montes sur scène? Quel est pour toi, qu'est-ce que tu vas apporter au-delà d'apporter un nouveau concept? Qu'est-ce que toi tu veux partager avec le public? Eh bien, en fait, déjà les faire participer, qu'en fait faut pas qu'ils se disent on est venu voir quelqu'un et on bouge pas. Non, c'est pas un DVD, hein, comme dans les comedy clubs, ce qu'on peut dire. Truc, la pire vanne qui. C'est la pire, mais c'est la seule référence que j'avais. Okay. En gros, voilà, faut les faire participer. Ils sont là, c'est du spectacle, faut que ça bouge. Faut qu'ils soient un spectacle vivant, interactif, c'est ça ton objectif? Pas vraiment interactif, un petit peu, mais pas non plus tout. Mais genre, j'ai envie qu'ils ressortent en mode waouh, c'est un truc nouveau, on ne l'avait jamais vu avant. Moi, j'ai envie de créer un nouveau truc, un nouveau genre de stand-up ou de seul en scène, quoi. Je suis vraiment parce que il y a des trucs des fois que quand j'écris je me dis ah non ça se fait déjà ou c'est déjà fait. J'essaie d'apporter un truc nouveau. Après je teste. C'est pour ça que sur scène maintenant j'essaie de tester plein de trucs qui peuvent où les gens peuvent se dire on n'a jamais vu ça ou alors vraiment je suis vraiment en recherche de mode j'ai envie de les surprendre, quoi. Et ma dernière question pour toi, Romiche, comment ton entourage aujourd'hui vit cette période-là de recherche, qu'elle soit ton entourage très proche? Et du coup, là, tu as pointé du doigt le truc le plus important pourquoi je fais du stand-up aujourd'hui. Et j'ai envie de faire péter quelque chose, quoi, de me dire, allez, il se passe quelque chose, même dans ma famille, dans mes amis, etc., en mode, il se passe un truc,
Parce que les gens, souvent, parce que les gens qui viennent me voir, c'est des potes, des amis, etc. Mais tout le monde n'est pas venu me voir encore. Hein. Mes parents ne sont jamais venus, ma sœur non plus. Au niveau famille, j'ai une grande famille. Personne encore n'est venu, ou très très peu. Parce que tu joues à On les Nantes. comprend. Ah, bâtard. Ça y est, les vannes, ça arrive là, quoi. Allez. Non, mais en mode, j'ai envie de. Alors, je pense que peut-être qu'ils attendent. Il y a un truc plus gros, quoi. Tu les invites quand même. Tu les invites ou pas Sur les réseaux, je pense que ça se voit bien. Je vois qui voit les stories. Ok, mais comment eux ils réagissent aujourd'hui à ce que tu fais? Eh bien, tu Est-ce vois. qu'ils te soutiennent? Est-ce que pas du tout? Est-ce que. Comment Alors, mes parents sont beaucoup venus me voir quand je faisais du théâtre quand j'étais petit, donc Ok. entre 10 ans et 18 ans. Ok. Depuis que je fais du stand-up, personne. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, non, ils savent même pas ce que je fais sur scène. Hein. Bon, ils s'imaginent comment on vu ma personnalité, etc. Peut-être qu'ils ont peur de voir ce qui va se passer sur scène. Et je sais pas si c'est une peur, si c'est en mode ce qu'ils me disent à chaque fois, oh, on n'a pas le temps, on peut pas venir. Alors que quand tu veux vraiment voir quelqu'un, il y a des gens qui sont venus me voir, ils ont fait 1 heure de route, 1h30 pour juste voir 10 minutes, 15 minutes. Hein. Ok. Et ils sont venus plusieurs fois. Donc ils m'ont vu réussir, ils m'ont vu pas réussir, ils m'ont vu bider, etc. Donc ils sont revenus. Ça, tu vois, c'est du soutien. Ok. Parce que dans ce milieu-là, vous le savez les gars, c'est le soutien le plus important. Et donc voilà quoi. Donc en mode, Aujourd'hui, tu sens que t'as pas beaucoup de soutien familial à ce niveau-là. bah j'aimerais en avoir plus quoi. C'est vrai, c'est un message à la famille Et donc, Romichel. Ils vont pas écouter le podcast. Ah, Déjà, qu'ils s'ils vont viennent pas pas le voir. écouter le- sur scène. Non, ils écouteront pas le podcast. Ouais, donc voilà ça. T'es en Et couple. On va pas rentrer dans ta vie privée. T'es en couple. Est-ce que ta Je suis en copine, couple. est-ce que ta copine est-ce qu'il y a des couples dans le podcast par applaudissement? Est-ce qu'il y a des couples dans la salle? Non, pour te dire, avant ça, c'est que ce spectacle, en fait, j'ai déjà réfléchi à ce qu'il y aura à la fin. Il y aura un message de transporter par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais petit. Ça sera beaucoup basé sur le regard des gens aujourd'hui, dans le regard de la société, etc. Comment on parle, comment on doit parler, comment il y a un système à suivre. Voilà, je suis un peu en train de commencer à faire une structure de spectacle pour l'instant. Ok. Et ça sera basé là-dessus sur en mode. Traumatisme, si on peut appeler ça le traumatisme. Ça peut partir de là, ouais. Ok. Après, je vais pas dire non plus que ça va être une plaidoirie ou Non, mais un c'est truc comme ça, mais Mais souvent les humoristes, quand ils montent sur scène, on monte aussi pour parler de notre traumatisme ou pour Pour se parler soulager, pour ouais, se non. soulager. C'est une des réalités, c'est qu'on monte sur scène, c'est pour se soulager. Ok. Et ta Ouais, copine alors te soutient? par contre, oui. Ouais, elle est venue plusieurs fois me voir. Alors, souvent, quand c'est de la merde ce que je fais, Je elle crois me que j'ai dit. jamais rencontré. Eh bien, ça sera l'occasion. Ok. Bah, L'occasion, écoute, je ne sais pas quand, mais parce elle travaille en restauration. D'accord. Donc, elle travaille le soir. Donc, souvent, quand je rentre de soirée stand-up, je rentre en même temps qu'elle, quoi. Ok. Non, mais t'avais une anecdote sur une soirée où t'étais rentré, où ça s'était pas bien passé. Ouais, donc, du coup, pour éviter les redites, allez voir l'épisode 1. Non, mais on en avait pas parlé dans l'épisode 1, je crois. Mais Ah ouais? À la fin de la fougue. Ah On en oui! avait parlé de. Tu rentrais chez toi et t'avais une espèce de soirée, et toi c'était pas dans le bon mood, et donc t'allais te coucher un peu. C'est sûr que c'était cette soirée-là? Parce que moi, j'ai une autre soirée. là. Je chantais pour la première fois. Je bidais pour pas la première fois. Tiens, on va pouvoir sortir une chanson. Ouais, alors je sais plus trop. Ce moment-là, je sais plus, j'ai pas en mémoire. Je sais juste quand j'ai tapé sur le volant, j'étais pas content. Ouais. C'est pas cette soirée-là, si? Mais non, c'était pas ça, c'était tu rentrais, tu revenais chez toi, Ouais. et ta copine avait une soirée, et toi t'étais pas. Tu revenais Ah d'un oui, ça arrive. Alors je sais plus trop où c'était. En mode, elle avait des collègues à la maison et tout. Et donc, du coup, elle me dit ça va, ça a été ce soir? Ouais, non. Ah, souvent, t'as pas envie de le dire. En mode, non, il y en a qui aiment bien de raconter un peu le truc. Mais là, La famille empathie quand on fait des bides aussi. Ouais. Quand on fait des bides, elle peut empathier. Et surtout quand, Ouais, quand c'est je ça. parle avec Mais des les humoristes des proches. fois en soirée, Ouais, les proches, ouais. quand je parle avec des humoristes des fois en soirée, quand ils me disent oh, mes parents ils sont venus plusieurs fois, j'ai eu beaucoup de soutien par rapport à mes parents, etc. Et quand moi je me vois à côté, je dis ah, bien, ils sont jamais encore venus me voir. Ça te travaille? Ah bah je l'ai dit, mais énormément quoi. Ouais. Limite ça fait un peu de la peine quoi. Je vais te poser la dernière question, c'est est-ce que tu veux faire de ce stand-up, etc., pour les rendre fiers? Alors alors c'est pas que pour ça, hein, parce que moi j'adore ça, j'adore être sur scène, j'adore chaque fois il se passe un truc sur scène quoi. Ok. Mais il y a une partie en mode oui, c'est une question de mode j'ai envie qu'ils viennent, que j'ai réussi déjà. Imaginons c'est 1 heure. Ouais. Ils viennent me voir pour mon 1 heure.
Déjà, s'ils viennent, déjà, ça me fera extrêmement plaisir. Et à la fin, si, mettons, je sais pas moi, il y avait mon père ou ma mère qui me dirait, on est extrêmement fiers de toi. Voilà, c'est les mots que j'attends, quoi. Ok. Bah, on te le souhaite, on te le souhaite vraiment. On verra bien. On te le souhaite. Et c'est, en fait, quand ça vient des parents, quand ça vient de quelqu'un de la famille proche qui te dit, on est fiers de toi par rapport à ce que t'as fait, et tu vois le travail que t'as fait derrière, ça, C'est clair. C'est fort, quoi. Ouais. Bah, vu Julien, comment elle est sa personnalité, Putain, je sais mal. pas comment ça va se passer parce que lui, si Julien. Non, mais a... Romiche, il m'a mis le cafard, là, un peu, le fait de sa famille, là. Ouais, ce mois-ci, il m'a mis le cafard. J'essaie Attends, mais c'est de. pas fini, parce que, en gros, quand c'est des amis proches qui ne viennent pas te voir, ça te fait un peu de Ouais, c'est quelque chose. on se rend pas compte que ce métier-là et Quand j'en ai humoriste, à Noël, on en a se parlé sent avec mes seul. parents de ça. Ah, C'est d'accord. le moment où il y a pas de ça commence à se péter la gueule l'ambiance du podcast. C'est en mode à Noël, je dis en mode on est en train d'ouvrir les cadeaux, tu vois. J'avais le plus beau cadeau quoi, mais je l'ai pensé, je l'ai pas Oh dit. mon dieu. Et Ah, t'as moi- dit, moi, Le plus beau que cadeau, j'en ai, c'est que vous c'était. venez de venir me voir. C'est ça, exactement. C'est un peu ça, mais en limite. Et tu l'as dit ou ça- pas? T'as fait quoi? Ah non, je l'ai pas dit moi. Trop de fierté, on est des gars quoi. On est trop fiers quoi de dire ça. Non, mais en mode c'est quand vous venez quoi. Mm. Je dis, ah non, tu sais, c'est loin, Châteaubriand ils habitent, donc ça fait 1 heure. Quand tu veux vraiment voir quelqu'un, on le retient. non, Sam. non, mais en gros, je sais pas trop. Moi, si j'étais père, moi, je serais fier de mes enfants, donc j'irais voir ce qu'ils font sur Mais scène. ils vont quoi. venir te voir, t'inquiète, ils vont venir te voir. Et... Donc, on va voir. C'est un peu. Je pense qu'un jour ils viendront, quoi. Donc, Oui, travaille, de toute façon, travaille dur et fais-le pour toi avant de le faire. mes pour les grands-parents, tu parents. vois, je parle d'eux dans un Ouais. de mes sets, tout ça. Je leur ai dit que je faisais des trucs et tout. Mais je pense qu'en fait, mon père avait dit, parce que moi je lui dis, vous venez me voir quand? Je dis, quand ce sera bien et tout ça. Mais en mode, il sait même pas ce que je fais déjà. Non, donc comment il peut crois savoir? que c'est pas pour. Je crois que les parents ont cette crainte-là de voir leur enfant en difficulté, tu vois. Et ce qui fait qu'ils veulent pas aller le voir en difficulté ou etc. Voilà. Ils veulent laisser le temps de voir mûrir. Et venir le soutenir. Mais je dis pas que c'est la bonne solution. C'est la fausse excuse. Il faut soutenir les enfants dans tout ce qu'ils veulent faire. Mais il y en a qui disent je veux pas y aller parce que si je le vois en train de souffrir sur scène, je vais souffrir moi aussi avec lui et j'attends qu'il soit lui rassurant avec lui. Il va me le dire et à ce moment-là, je vais me déplacer. Peut-être parce que c'est Après, un peu moi, le film. Peut-être. Hein. Moi, j'ai déjà entendu des histoires un peu du même style qui expliquaient que les gens de ton entourage ou de ta famille pensent peut-être que c'est juste un loisir. C'est pas un truc ancré dans ta vie, tu vois. T'en fais vraiment au quotidien et eux, ils pensent que c'est juste ça a une toujours été. passion. Quand tu dis qu'est-ce que tu fais dans le métier, je suis artiste. Artiste, c'est pas un métier. On te regarde un peu bizarre quand c'est comme ça. Artiste, c'est pas du tout un métier. L'art, ça n'a jamais été un métier pour plein de gens. Aujourd'hui, on est tellement catégorie. Un métier, c'est que tu te lèves à 9h et tu finis à 18h, tu as une fiche de paie, etc. Et l'art, c'est pas considéré comme un métier. Malgré que les gens peuvent admirer des artistes à la télé, ils peuvent admirer des artistes dans des concerts, mais quand c'est leur propre enfant, c'est leur propre famille, c'est différent, parce qu'ils ont besoin de cette réassurance-là financière, parce que pour eux, artistes, c'est pas 100% un revenu financier régulier, etc. Et aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et ils disent, avec l'art, tu peux pas... Et je pense, et je suis quasi sûr, que beaucoup de gens, je sais pas ce que vous en pensez les gars, beaucoup de gens, quand ils disent artiste, ils ont cette image-là, du jongleur de rue, tu vois, Mais c'est trop ça en plus. avec le chapeau, C'est ça. et qui attend les pièces. Les parents, ils ont l'impression qu'on est tous des jongleurs. Et que l'art, c'est ça. Ça, on l'entend quand même dans beaucoup de spectacles, le fait que les gens parlent de leurs parents et qu'à la fin d'un de ces spectacles, il y a le père qui vient le voir, qui est vraiment quelqu'un de détaché de ta vie, qui vient à la fin et te dit j'ai bien aimé des trucs comme ça, tu vois, dans Panayoti, je crois qu'il parle de ça. Ouais, tout à fait. Il y a énormément de sketchs où il y a ce genre de rencontre-là entre les parents et l'artiste. Tu vois, je fais un peu une transition avec Roman Fressinet, où il disait ça dans un reportage ou dans un podcast, qu'en fait ses parents ne sont pas venus pendant longtemps le voir, ne l'ont jamais vu, et la première fois qu'ils l'ont vu, je crois que c'était dans une grande salle pour son spectacle. Ok. Et Julien alors, ils sont déjà venus tes parents te voir? Ouais. C'est vrai? Ils ont vu, c'était peut-être 1 mois après ma première. Ah ouais, cool. Donc ils étaient de passage ici en Bretagne et je faisais mon premier sketch sur où je parlais d'eux, tu vois. Ouais.
des trucs le soir dans la chambre et tout ça. Ouais. Et je les ai sentis un peu. J'ai eu l'impression Dubitatif. que ma mère, je les regardais pas du tout. Ok. Vraiment, je savais dans quel ouais. coin ils étaient. Ouais. Il fallait pas que je les regarde. Et du fait que je parle un peu de mon grand-père dans ce sketch-là, je sentais que ça touchait ma mère. Ouais. Et j'étais là en mode, faut pas que je la regarde parce que sinon je vais me mettre à pleurer ou quelque chose de. Ah oui, donc C'est- il y a quand même quelque chose qui se passe Ouais. quand L'émotion, tes parents viennent te voir, quand la famille vient te voir. Ah oui, il y a, c'est il y a assez, beaucoup tu vois, même d'émotions. des proches, des gens qui t'ont jamais vu, qui viennent te voir pour la prochaine fois, t'as un peu cette pression-là de. Faut que Je- ça se passe bien, sinon ils vont. Moi j'ai peur de pleurer le 21. J'ai peur- Ah il y a des grandes chances que pour mon spectacle que je chiale. Mais À la C'est bien, fin- c'est-à-dire que c'est À la fin, c'est moi j'ai vu fort, des hein. spectacles où c'était le gars il a tout donné, il a fini son œuvre et là les gens se mettent à pleurer de faut pas que je te regarde, ils remercient les gens et ils font en larmes à C'est ce clair. moment-là, tu vois. ok, et ce qui fait que Si t'es un fragile, tu vas faire ça. moi je suis un fragile. C'est une petite nature. Ça veut dire que tu disais ils sont venus en Bretagne. T'es né Juju où en Alsace? En Alsace, ouais. Alsacien. À Talmarmoutier, c'est une ville de 300 habitants, il n'y a pas grand chose, un peu plus. D'accord, ok. J'ai passé mon enfance là-bas jusqu'à. Dans un village, dans une ville juste à côté, jusqu'au lycée. Ok. Pareil, pas de. Pas de rapport avec l'humour? Très petit. Mon père, il avait énormément de cassettes d'humour D'accord. dans la voiture. On écoutait Roland McDan, Ah ok, ouais. genre des trucs. C'est pas celui sont- qui dit attention mesdames et messieurs, ça va commencer, non? Non, c'est pas lui. Il y en a pas un humoriste qui dit attention mesdames et messieurs, le spectacle va commencer ou Ah ça non, va non, commencer. c'est pas un humoriste, c'est un chanteur. C'est qui dit Dans ça? c'est un quelques chanteur. instants. Ouais, C'est qui dit ça j'ai pas C'est pas son Roland nom. McDan? Non, pas du tout, c'est un chanteur. C'est j'ai mangé son nom. C'est bonsoir mesdames et messieurs, ça va commencer. Oui. Mais Ah, c'est un c'est un chanteur. humoriste qui a dit ça. Non, c'est un chanteur. Ah bon, autant pour moi, je me casse. C'est vrai, il regarde même pas. Époque Patrick Scroll Sébastien. pas, mais- scroll pas, scroll pas. je- Scroll pas, scroll pas, Et, scroll pas. ok, et vous écoutez beaucoup de... Ouais, énormément de. Il avait des cassettes des Chevalets du Fiel. Genre l'un des premiers trucs que j'écoutais, mais genre en boucle dans sa cassette. Et on Ok. avait ce rapport même de. Dès qu'on allait chez ma grand-mère, en fait, dès qu'on était proche du sud, qui habite dans le sud de la France, bah, Ok. on pouvait mettre Rire et Chanson. Et en Ah fait, nous, dans le Grand Est, on n'avait pas, Non. le Rire et Chanson. Il y avait pas Rire et Chanson en Et Alsace. donc, j'avais ce truc on arrivait bientôt chez ma grand-mère, bah, ils pouvaient mettre Rire et Chanson, et à ce moment-là, bah, on pouvait écouter des humoristes. Et Rire et Chanson. Bah, franchement, je savais Ouais. pas que vous avez pas... Pourquoi? Parce que... Là, maintenant on a, mais. Vous avez pas Rire et Chanson en allemand? Quel enfoiré. Non, et ouais, il avait des cassettes, beaucoup de cassettes de courte manche que Romy expliquait Ah, dans le. Michel Courtemanche. je connais pas. Et C'est un vraiment humoriste belge, je crois. québécois. Québécois. Je suis pas loin. Et qui a fait plus du mime et tout ça. Je connais pas. Il n'y a pas beaucoup de paroles et vraiment moi c'était un délire de cassettes que je regardais en boucle. Ah ouais c'est pareil. Mais qui est plus dans le visuel, alors que moi mon humour là c'est pas du tout ça. Ok, C'est carrément l'opposé, même si j'adore ça. Hein. ok. Mais peut-être qu'à un moment ça va arriver. On est plus sur Pierre Desproges. Et Ouais, pour pour toi, pendant- Julien. alors là, tu nous as dit collège, le primaire, etc. Est-ce que l'humour est rentré à un moment donné parce que tu écoutais pas mal? Est-ce Ouais. que tu reproduisais l'humour que tu écoutais? Est-ce que tu piquais des répliques pour faire le beau devant les copains ou les copines, etc. Ou pas du tout? Pas du tout. Non, pas refaire les sketchs. Ça j'ai beaucoup entendu de gens qui, dans l'humour, qui ont commencé, qui reprenaient exactement les sketchs mot pour mot, qui apprenaient par cœur. Ok. Ça me- Pas du tout. T'as pas, Pas du utilisé tout. des répliques. Mais ça me faisait rire d'écouter à Ok. chaque fois. Et, ouais, peut-être des répliques, mais c'est des répliques que les autres de mon enfance, de mon milieu, enfin les autres enfants, on n'écoutait pas du tout. Tu vois. D'accord, ok. Personne n'avait. Dès que j'étais petit, j'écoutais vraiment pas mal. Et les autres, ben, ils étaient dans- T'étais pas un peu décalé avec les autres? Parce que Non. à ton âge, tu me dis que t'écoutes des proches ou pas, et c'était pas En un fait, peu j'étais l'univers. plus influencé par ce que mes parents écoutent, c'est ça. De là où les autres, je suis pas sûr qu'ils étaient. Mais c'est là où tu fais tes armes au niveau de culture et d'art, Ouais. mais il n'y avait pas un décalage avec les autres enfants? Parce que tu t'intéressais à des choses qui étaient, on va dire, c'est des choses pour des grands,
mais pas des choses. Ouais, mais pour après, des je les petits. comprenais pas forcément si ça se trouve des trucs des blagues de cul et tout ça. Oui, je dis pas ça, mais ça veut dire intellectuellement, c'est un peu plus grand que oui et Ours Brun, quoi. Ouais, mais ça, j'écoutais pas vraiment à 4 ans de. Tu vois, oui, j'écoute. Non, éclaté, oui. Mais il y avait pas Allons-y, de- oui, avec son beau taxi. Scroll pas. Scroll pas. Et non, ouais, Ok. après, ben, j'avais 2-3 potes au collège avec qui on délirait. Ok. Et j'avais déjà un peu cet humour dégueulasse. Dégueulasse, ouais. Dégueulasse avec Acide. des potes des trucs à la con avec du sperme et tout ça, j'en parlais déjà. Je me souviens de trucs avec un pote qui vient chez moi je lui fais ne t'assois pas trop sur mon lit sinon tu vas tomber enceinte. c'est violent, hein. Tu vois, mais déjà au collège, rigolé, on avait des blagues sur ça. Et c'est un peu avec ça que j'ai construit certains de mes sketchs, avec le Nounours par exemple, de me rappeler des trucs gore que j'avais dans la tête à ce moment-là, tu vois. Ok. Et très jeune, ça ce qu'il y avait dans ta tête, 5-6 ans. c'est à quel âge, non, mais Psychopathe. à quel âge ça tournait dans ta tête, tu me disais, oh putain, ce que j'ai dans la tête, ça peut être très très marrant. Ou c'était pas du tout. Ça peut être marrant. Après, je le gardais peut-être pour moi. Ok. J'essaie de le faire parce que de temps en temps, ça marche. En pas famille du tout. Ouais. En famille En famille, des oncles vraiment éloigné. très cocasses sur les blagues qu'ils faisaient. D'accord. Ils Les étaient oncles à féroces. Noël, c'est un peu Féroces, ça. ouais, c'était très féroce. Toujours acide aussi. Tonton Gérard. Acide, ouais, c'est ça. Vraiment acide. Enfin, et ça détermine un peu la famille, parce que vous aviez alors à ce moment-là un humour un peu plus acide au sein de la famille Ouais. proche. Et là, même avec ma famille proche, avec mes frères et sœurs, c'est du chambrage H24 Ok. tout le temps. Peut-être après le lycée, tu vois, c'est peut-être venu après encore un peu plus ancré dans ça. Ok. Au lycée. Après, j'étais pas du style à faire le mariole en classe. Ok. Plus à raconter ma petite blague à mon pote à côté, Ok. qui éclatait de rire, mais pas le faire passer à toute la classe. Ouais, mais Ça, j'étais plus, ouais. t'aimes pas trop être au centre de. Ouais, c'est ça. De l'attention. Non, j'ai l'impression que t'es pas du genre à vouloir Être faire sur scène. Ouais, mais c'est vrai. C'est en gros, quand je t'ai vu voilà, on se connaît la première scène, elle était avec toi, et j'ai pas l'impression que tu vas sur scène pour avoir la lumière. Mais tu vois, c'est quand j'ai l'impression que tu y vas sur scène pour envoyer tes deux acidités et repartir, mais t'as pas cette recherche-là de lumière. Si, un peu pour le soulager de quelque chose, tu vois. Mais pas de popularité, ni de lumière, ni de Je pense de qu'à gloire. notre niveau, ça sert à rien Je d'avoir. parle au-delà du niveau. Ouais. Juste pour toi, ton propre ego. Est-ce que quand tu vas sur scène, tu te dis, ok, je veux que les gens m'écoutent, je veux que les gens me voient, je veux que les gens me fassent. Est-ce que tu as ce besoin-là ou pas du tout? Ben oui, un peu, parce que je suis pas sûr que les gens m'écouteraient à ce moment-là. J'ai pas de choses intéressantes à dire, tu vois. Ok. Mais le fait de raconter des blagues, ça me dégage du sérieux, en fait. C'est ça. Okay. Je suis pas obligé de raconter quelque chose de sérieux. S'ils m'écoutent, tant pis. Sinon. Non, ouais, mais quand même un peu de cette envie quand même de faire partager quelque chose de mon point de vue. Ok. Vois, Et à quel moment tu t'es dit, je veux faire du stand-up? Après le lycée, avec des potes à la fac, j'en parlais un peu. Après la fac, j'en parlais ouais, j'aimais bien le stand-up, j'essayais de montrer des spectacles à des copains, et ils me disaient à chaque fois ouais, vas-y, fais-en. Et ils me poussaient un peu à bout, genre tout le temps à les soirées vas-y, fais ton truc. Et au final, j'ai écrit un texte, je l'ai envoyé à un de mes potes qui me charriait vraiment tout le temps. Et là, il m'a renvoyé en mode ouais, c'est pas mal, mais faudrait que tu te filmes maintenant. Et là, j'étais en mode attends, je t'ai donné déjà l'ensemble, se filmer tout seul chez soi, c'est un peu compliqué. Et après, de nouveau, ce truc de charrier à chaque soirée, il y avait un pote qui me disait hey, tu veux pas prendre le micro et faire un truc sur scène? Et vraiment, ça m'a bloqué.
En Ah fait, Ok. d'être avec ces potes-là, ça me bloquait et j'avais pas envie de le faire parce que ils m'obligeaient en quelque sorte. Et après, il y a eu ce truc où je suis parti en Bretagne, je suis arrivé à Rennes. Là, j'ai vu de l'humour et je connaissais personne. Je me suis dit, en vrai. Tu connais personne, je peux moi. Ouais, je vais peut-être faire ce truc et je vais prendre ma revanche sur ceux qui se moquaient de moi un peu avant. Ok. Et du coup, je connaissais vraiment personne ici. Ouais. Et ça m'a aidé plus qu'autre chose. Et me faire des potes avec le stand-up, c'est quelque chose de complètement. J'ai l'impression que les humoristes, on a tous une revanche sur quelque chose à apprendre de la vie, en fait. J'ai l'impression. C'est tout le temps. Ah oui, c'est marrant ça. Sinon, t'as rien à dire. Bah oui, bien sûr. Si t'as pas de revanche à prendre, Il y a un truc à faire. t'as rien. Tous les gens qui montent sur scène, c'est pour. C'est aussi peut-être pour montrer en mode j'ai pas réussi plein de choses dans ma vie. Et là, c'est un peu la solution de la dernière chance, un peu. En mode. Va sur scène, dis ce que t'as à dire, faire des gens, et puis voilà quoi. Ok. Et ça, sur Rennes, c'était un peu ma dernière chance dans l'humour. Sinon, si j'étais pas monté sur scène, un peu comme toi aussi, pareil. C'est vrai, t'aurais laissé tomber. Ouais, je regarderais toujours des podcasts, mais sans m'intéresser, me dire vas-y, je vais me lancer dans ça. Okay. Ouais. D'accord. Ok. Ce qui fait que tu t'es lancé, t'as fait ta première scène. Et là t'enchaînes plusieurs scènes. Tu fais pas beaucoup, t'en fais pas beaucoup. Là j'ai arrêté comme Romy il l'expliquait avant, de faire des déplacements. Avant j'en faisais quelques-uns. Ok. Pour jouer le plus possible. Okay. Et là je reste si j'ai 4 scènes dans le mois sur Rennes, moi ça me convient en fait. D'accord. Et aussi parce qu'il y a ce truc je trouve que j'écris pas du tout en ce moment, vraiment pas, donc ça sert à rien. Il y a des moments en plus on n'est pas inspiré, on n'a pas de trucs qui sortent du cerveau. Vraiment ça veut pas sortir là en ce moment. Et comment tu peux définir ton humour? Humour noir pour choquer. Ok. Mais j'ai pas envie de finir dans ça en fait. Je trouve que c'est facile pour moi l'humour noir de choquer les gens. Tu vas aller dans un autre style. Et j'aimerais aller dans un autre style. Il y a quoi comme style qui pourrait te plaire quoi, par exemple? Je sais comme pas. Ça sans réfléchir. Burlesque. Burlesque, en vrai. Ah ouais. Burlesque de faire des mimes, moi ça me plairait de fou. Faire des mimes? Ouais, genre bouger comme Romy fait sur scène. Moi, ça peut être sympa ça. Moi je le fais chez moi tout seul, mais. Tu le fais chez toi? Tu bouges chez toi? Ouais. Tout seul? Ouais. Tu fais des mouvements. J'aimerais bien te voir. Non, non, mais c'est un peu un côté de. Je suis pas encore. Il y a pas un peu de timidité? Ouais, et peur un peu de jugement du regard des gens, tu vois. Ouais, là, je sais que ça... Souvent on en a parlé et je sais que je vais pas trahir un secret. Je sais pas si c'est le sentiment que j'ai avec toi à chaque fois. C'est que t'as beaucoup peur du jugement. Ouais. Et tu te moques aussi, tu juges. Parce que pas méchamment, mais quand tu commences. De moi, en fait. Tout ce que je raconte, c'est vraiment. Non, mais quand on est entre nous, quand tu charries, t'es quelqu'un qui charrie énormément, et moi aussi je te charrie. C'est comme ça qu'on s'est connecté. Après, je le ferai pas avec quelqu'un que je connais pas. Ou même, j'essayerais peut-être de te charrier. On a eu quelques personnes qu'on a vu que t'as charrié que tu connais pas du tout. Ah ouais? Ouais, mais après. On veut des noms. Des noms. Des gens que je rencontrais à Nantes, là, le gars, vraiment de. Ah bah oui, c'est par la porte ou par la fenêtre. Et vraiment, dans ce mood-là, mais parce que je sais qu'avec cette personne-là, il y a un bon feeling, tu vois. Je vais essayer de l'attaquer. Il n'y a pas de la méchanceté. Et si l'autre personne me réplique, tu vois, j'ai ce truc de si l'autre personne m'insulte ouvertement alors qu'elle est en face de moi, genre, ah, t'es un connard ou t'es trop un enfoiré. Je trouve qu'il y a une complicité qui s'échange entre les deux personnes alors que. Ouais, c'est vrai. Et en étant un enfoiré, hein. Il y a vraiment des enfoirés qui sont cool. Hein. Comme il y a des enfoirés qui sont des enfoirés. Aujourd'hui, on a le droit d'avoir faim ni d'avoir froid. À toi, Zach. Oh mon Dieu. Et qu'est-ce que tu attends du stand-up et de l'humour? Est-ce que tu veux en faire ton métier ou pas du tout? En gros, aujourd'hui, ta relation avec l'humour, c'est quoi? C'est sex friend? Elle sera ta femme. Elle sera ta femme un jour. Elle sera ta fiancée. Je sais pas. Ou peut-être elle sera un ex. J'espère en faire quelque chose. Après, si ça marche pas, tant pis. Je me dis qu'il y en a tellement qui ont échoué aussi. C'est pas. Ok, mais il y a tellement qui ont réussi aussi. J'ai cette peur de plus. Tu vois, d'être dans ce métier-là et ne plus avoir des choses intéressantes à dire au public.
Tu vois, tu fais ta tournée, tu pars, tu fais du stand-up le soir, tu racontes ton truc et tu repars. Et dans le reste de ta vie, dans ta journée, ben, tu fais que prendre le train et voyager d'un bout à l'autre, alors que tu vis pas avec les autres, tu vois. Et à ce moment-là, à quel moment tu te rattaches aux vies du public, tu vois, pour leur... Mais après, au bout d'un an, je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui vivent ça quand ils sont en tournée. Énormément. Mais bon, imaginons, ça tombe dessus comme ça, du jour au lendemain, bam, succès immédiat. Tu dis oui à ce succès ou tu dis non, j'arrête tout parce que c'est pas une vie pour moi. En mode, tu serais prêt à tout arrêter si le succès te prend tout de suite, ou de saisir ce succès et d'aller très loin, très loin partir en tournée, quoi. Ouais, je dirais oui, mais ça dépend avec qui. Tu vois, le producteur, ça serait très important pour moi d'avoir la bonne personne, tu vois. Je pense oui. Parce que tu vivras pratiquement une bonne partie de ton quotidien avec cette personne. Confiance, parce que j'ai la confiance, toi, tu vas mettre un peu plus de temps à faire avoir confiance. T'es pas naïf. Comme garçon, tu es méfiant. Ouais, très méfiant de on va me niquer à un moment donné. On va me baiser à un moment donné. S'il y a quelqu'un que tu connais pas qui veut dire je vais être ton producteur, c'est méfiant. Ouais, c'est très méfiant. Je suis pas sûr qu'il aille dans mon sens et qu'il m'aide en fait. Lui, il veut juste se faire de la thune et il en a rien à foutre de mon côté. Et il va m'envoyer dans des bourbiers, je sais pas où là. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors? De continuer dans l'humour, de rencontrer des gens. Ouais, c'est important de rencontrer des gens. Continue. Bon vent. Et j'espère que voir les parents de Romiche à un moment donné, on aimerait plus de plaisir cette année qu'autre chose. Ah bien, ouais, parce que du coup, mais je pense que moi, je sais pas comment vous savez les gars, quand il y a du monde qui vient vous voir, moi à chaque fois, je me mets une pression de malade. C'est stressant. Parce que tu te dis, je dois faire bien. Si je fais pas bien, ça va me rester. C'est extrêmement stressant. Quoi. Là, je pense à mon spectacle où il va y avoir 50% des gens qui vont être des gens que je connais. Ouais. Il y a 30% des gens qui m'ont vu dans le comedy club. Il y a une partie qui t'ont jamais vu, qui m'ont jamais. Tu vois, là, tu nous demandais il y a pas si longtemps que ça dans l'autre épisode de faire un retour. Là, tu t'attendras plus les retours des gens qui t'ont jamais vu sur scène Moi, franchement, je le retour de tout le monde, parce que je veux avoir le ressenti de tout le monde, comment il l'a vécu, parce que chacun va prendre le spectacle à sa façon, il va le ressentir différemment. Déjà, tu auras un premier aperçu comment ça va se passer avec la salle. Si tu vois qu'il y aura une bonne énergie, tu penses que ça se passe bien, tu vas ressentir, il y aura des rires, machin, tu vas te dire, c'est bon, ça se vais bien pour moi. Mais il y aura des rires. J'espère bien qu'il y aura des rires. Il y aura des rires. 1h30 sans rire, ça fait long. Il y aura des rires. Je bosse pour qu'il y ait des rires. Je vais pas vous dire, les gars. Déjà, forcément, ça va bien se passer. Oui, après, il y aura des rires. Il y aura des retours, forcément. Il y aura des rires. Après, est-ce qu'il y aura des rires tout le long? Est-ce que les gens vont comprendre le fond et la forme? Est-ce que moi je vais pas fourcher? Est-ce que je vais pas oublier des vannes? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que etc. Il y a plein de questions et oui, le jugement, tout le monde a peur de jugement, mais en tout cas les gens ne vont pas t'oublier tout de suite, Zach, parce que toi tu as commencé il y a combien de temps 15 mois. Le stand-up. 15 mois. La transition, tu l'as vu la transition là? Ouais, parce que Zach, toi, le stand-up, ça prend beaucoup de temps en ce moment là, parce qu'il y a ton spectacle qui arrive. Ouais. Mais du coup, j'imagine que voilà, c'est pas ton métier de base. Non. Est-ce qu'il y a genre 10 ans, ça te parlait ou pas du tout? Genre, donc, quand t'avais 30 ans, pour le coup. À 30 ans, déjà, est-ce que un jour tu te dis. Un jour. Non, c'est 15 ans. 15 ans. J'avais 15 ans. À 15 ans, l'humour, elle prenait de la place. J'avais 15 ans. Non, il prenait pas de la place. Moi, on est très charrieurs, nous, en famille. Moi, je suis né, j'ai grandi au Maroc et on a une famille très charrieur, même malgré que ça soit dur, etc. On a une éducation, je suis né au Maroc, c'était assez dur, etc., assez costaud, mais on se charriait tout le temps. Le Marocain est charrieur d'office. On est un peuple très, très moqueur, très charrieur. On se charrie tout le temps. Dans c'est pas faux, nos familles, etc., on est très charrieur. Ce qui fait que moi je vannais aussi tout le temps, j'adore vanner, j'adore que les gens me vannent et que le meilleur gagne, tu vois. Et on se charrie tout le temps, on s'imite. Moi je me vois
très très jeune, moi j'ai mis les djellabas de ma mère avec des faux seins, un coussin derrière. On veut les photos. On veut les photos. Et je faisais. Tu l'imitais elle? J'imitais la prof, j'imitais etc. J'ai fait ça pendant très longtemps, en se foutant de la gueule du monde. Mais on se charriait entre nous dans le quartier, on se charriait énormément. Mais c'était une façon de nous de. C'est où tu te bats. C'était une façon de. C'est où tu te bats. Chez nous dans la rue, c'est où tu te bats. Tu mets des tartes, ou t'as de la répartie. Et quand t'as les deux, ça va, tu sais que t'es tranquille. Il est en train de nous dire qu'il se battait aussi. Non, moi j'étais pas un grand bagarreur parce que mon père m'interdisait de me battre. Okay. Et ce qui fait que je pouvais faire mal sans taper, ce qui fait que j'allais souvent du charrier, piquer. J'adorais aller piquer les gens, les charrier. Avec Gérard Piqué. Avec Gérard Piqué. L'ex de Shakira, pour ceux qui ont parole. Et c'était plutôt un défenseur de FC Barcelone. Ouais. Et l'histoire a commencé entre 13 et 15 ans. 13 et 15 ans, je regarde Gad Elmaleh qui fait le sketch de son... Du blond non, pas du tout. J'ai 41 ans, c'était le premier sketch. C'est 25 ans. Plus que ça. 41 ans j'ai, et qu'il y a 15 ans, j'avais regardé le Palais des Glaces, le premier spectacle de Gad Elmaleh, où il fait la chèvre de Monsieur Seguin. Et à ce moment-là, c'est quoi toi? T'es en mode humoriste, pourquoi pas? Ah non. Jamais, tu regardes pour l'instant, tu regardes. À ce moment-là, je le regarde, je veux être lui. Je veux être lui, faire ça. Et tu l'as comment ce DVD? Tu le vois à la télé? Nous au Maroc, il y avait pas beaucoup si, il y avait des VCD, les CD piratés. Ils allaient encore nous vendre. Les CD piratés, si ça se vendait dans les kiosques, dans les rues, les gens. Et c'est toi qui allais de toi-même Non, mon père, il est cinéphile son âme, il était cinéphile à bloc. Et on a énormément regardé la télé. Moi, je suis un gros consommateur de télé. Un peu moins depuis le Covid à maintenant, mais je suis un gros consommateur de télé et consommateur de films et de séries. Ce qui fait que je regarde beaucoup, encore, même maintenant, je regarde beaucoup de séries et de films. Et mon père regardait des films, des sketchs, des films, etc. Et ce que j'ai regardé, c'est Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, parce qu'il est marocain, qui est parti au Canada. Et après, du Canada, il est parti faire les cours flamands et en France. Et il a commencé sa carrière. Et quand je l'ai vu, je voyais un Marocain vivant en France. Parce que moi, je voulais aller en France très, très jeune. Très, très jeune. Qui parle de notre culture marocaine avec la langue de Molière et qui parle avec nos tics, notre façon de faire, notre argot, etc. J'étais à mi-chemin. J'adore quand tu fais des petits bruitages. Les bruitages. Quand je l'ai vu, je me dis, je veux faire ça. Ouais. Je veux faire ça. C'était pas moi. On n'a pas eu de roue pour l'instant, c'est un record, 58 000 euros. Donc après les trucs là, tu l'as regardé en boucle? Ouais, je l'ai saigné. Tu l'as saigné? Ah, je l'ai saigné. J'ai même saigné le CD. Ouais, je l'ai saigné plusieurs fois. En plus, il était en 2 CD. Je l'ai saigné. DVD. Ouais, c'était des CD, des petits CD comme ça qu'on gravait. Et tu sais quoi? Je l'ai toujours. Récemment, tu l'as vu avant ton spectacle ou pas? Je l'ai regardé, je le regarde régulièrement. Il y a des passages, pas au-delà de ça. Le même spectacle tout le temps? Non, il y a des. Je te promets, il y a des passages qui sont, on va dire, qui sont liés à une nostalgie de lieu. En gros, quand je regarde Gad Elmaleh, je me regarde à 15 ans, en train de regarder Gad Elmaleh. Ça me renvoie à mes 15 ans, et par moments on vit tous un moment de nostalgie. Bon, aujourd'hui j'ai 41 ans, mais je suis là depuis plus de 20 ans en France, mais je vis pas dans mon pays d'origine. Je vis dans un autre pays qui m'a accueilli à bras ouverts. Plus ou moins, ça dépend des moments. Est-ce que par rapport à aujourd'hui, avec ton regard d'enfant, admettons, c'est une question que j'ai pas posée à Julien, je vais te la poser tout à l'heure parce que je trouve que c'est une question trop bien. Imaginons en face de toi, t'as la photo de toi à 15 ans et tu te regardes toi sur cette photo. Tu lui dirais quoi à cet enfant de 15 ans? À ce Zach de 15 ans, tu lui dis quoi maintenant aujourd'hui? Remonte ton pantalon. C'est ce que ma mère me disait tout le temps. Ah bon? Non, qu'est-ce que je lui dis aujourd'hui? Par rapport au futur qui va arriver pour lui. À ce Zach de 15 ans, tu lui dis quoi? Tu lui dis tu vas galérer. Moi,
je vais pas en parler là, parce que ça va être très long, mais moi je suis arrivé à 17 ans en France, etc. J'ai eu un parcours plus ou moins semé d'emmerdes et de galères, mais j'ai réussi aujourd'hui, professionnellement parlant. Juste dire, et c'est un peu le thème de mon spectacle, je lui ai dit, tu vas mettre du temps pour comprendre que le plus important, c'est de ne pas avoir des regrets. Et c'est un de mes thèmes de spectacle. Et un conseil que tu pourrais lui donner à ce garçon de 15 ans là, ce Zach de 15 ans pour continuer. Apprends, je sais pas, apprendre, continue comme tu es. Moi, je suis convaincu que toutes les galères que j'ai eues dans ma vie, que ce soit 16, 17, etc., m'ont construit à devenir ce que je suis. J'ai fait des mauvais choix par moment, mais c'est pas vraiment des mauvais choix, mais c'est des choix qui m'ont poussé à avoir des bons choix. On n'est pas toujours sûr est-ce qu'on a fait toujours le bon choix ou pas. Bon. J'arrive là à un âge aujourd'hui, c'est pour ça que tout à l'heure on parlait de mindset ou des objectifs, etc. J'arrive à un âge où je me dis, ok, je veux vivre sans regret. Et un des trucs, c'est qu'à 15 ans, quand j'ai vu que je dis je veux faire ça, j'ai attendu de 15 jusqu'à 40 pour le faire. Ouais, et pourquoi t'as attendu autant ? Pourquoi t'as eu ce trou là ? Pourquoi il n'y a pas eu de déclic avant ? Parce que la vie est faite que au même temps je faisais du sport et je faisais du basket et que moi j'étais passionné aussi de basket et que je voulais être sportif de niveau. Alors j'étais Zach il voulait tout être dès qu'il était boxeur. Non, jamais. Je faisais du basket et que je faisais beaucoup de sport et que j'étais obsédé par le basket et que j'avais un rêve, c'était d'aider les jeunes à travers le sport à s'épanouir et je faisais du sport et je voulais avoir une carrière de sportif de haut niveau. Et que la partie stand-up et humour, c'était pas un truc métier. Je me disais que ça va être un hobby, tu vois, ou autre chose. Tu vois. Pour moi, c'était pas un métier. Tu peux pas gagner ta vie. Et après, la pression sociale, la pression familiale. Je suis parti en France, j'ai fait mes études, j'ai foiré la fac. Après, j'ai fait d'autres métiers, 15 millions de métiers j'ai fait par la suite. Et après, l'objectif, c'était, je courais, mais je vais pas vous spoiler le message du spectacle, mais je courais derrière cette stabilité financière, cette stabilité, on va dire, de confort, de maison, famille, la niche de chien, machin, la voiture, etc. Cet idéal que tout le monde court derrière. Ah, pas forcément, ouais. C'est plus quelque chose qu'on ancre dans la tête des gens pour que dire je suis heureux. J'ai réussi. J'ai réussi et je suis heureux. Ouais. Et c'est pas je suis heureux, et c'est là où je me rends compte maintenant. J'ai rendu mes parents heureux. Et c'est ce que je me disais, fais tout ça pour rendre tes parents heureux. Et c'est de ce que je parle dans le spectacle aujourd'hui. C'est un petit peu ce que je dis par rapport aux miens ou à mes parents aussi, en mode t'as envie que tes parents te disent on est fiers ou on les aura rendus heureux grâce à ce qu'on fait aussi sur scène aussi un peu. Non, pas forcément. Moi c'est le contraire, c'est que moi aujourd'hui j'ai tout fait dans ma vie active pour être tranquille financièrement et que j'ai des diplômes, que j'ai un métier, que je suis spécialisé dans quelque chose, etc. pour rendre mes gens, les gens autour de moi rassurés sur mon avenir. À partir du moment où j'ai acquis ça, vis-à-vis de ma sœur ou mon frère ou mon père et père à son âme ou ma mère, ils disent ok, maintenant en gros c'est bidon ce que je vais vous dire, mais c'est exactement ça. Je sais que mon fils rentre un salaire, tu vois, et avec ce salaire il paye le loyer, il paye l'électricité, il nourrit sa famille, c'est bon, je suis tranquille. Tu vois, c'est ça les parents là, pour eux. Toi, tu te lances dans un truc de, comme tu disais avant, saltimbanque. Oui. Toi, t'as rassuré tes parents et là tu leur dis, je vais pas faire une erreur, mais je vais partir un peu en live. Parce que j'étais pas heureux. Parce qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte pourquoi je monte sur scène. Je monte sur scène parce qu'aujourd'hui, le seul endroit, et
Et c'est marrant parce que j'en ai parlé il y a pas très longtemps avec une coach. Le seul endroit que... Alors attends, on va t'arrêter sur le mot coach. Ouais, je suis un coaching, quoi. Je suis un Coaching, coaching comment coaching pro, parce que j'ai vécu il y a 1 an et demi un burn-out. Ok, Et que je suis aujourd'hui suivi par une coach qui de remise en forme ou non de soutien personnel. Ouais, de soutien, de branchement de câblage pour retrouver. Et ça t'a aidé pour d'avoir c'est une coach ou c'est un coach? Une coach. Ouais. Ça t'a aidé beaucoup pour le stand-up, pour avoir plus confiance en soi, pour monter sur scène? Non, pas forcément. Pas pour le stand-up, c'est pour distinguer. Ça m'a aidé énormément sur le fait je suis quelqu'un d'extrême dans tout ce que je fais. C'est-à-dire, quand je fais un truc, je le fais à fond. Ça, on l'a remarqué. Pourquoi tu dis ça? Parce que je voulais vraiment le dire à la fin là. Parce que je me dis quand même, tu es un des seuls que je connaisse qui souvent on se dit allez 30 ans, fait son truc, 20 ans aussi, et 40 ans pour se lancer dans un projet aussi casse-gueule que le stand-up, il y en a pas beaucoup à 40 ans de se dire allez je vais faire un spectacle. Non, déjà même un spectacle, faire du stand-up à 40 ans c'est quelque chose, mais faire 1h40 de spectacle à 41 ans, moi je dis c'est incroyable hein. Ça par contre ça reste dans... Et tes enfants ils en pensent quoi de ça? Parce qu'ils doivent se dire mais papa c'est énorme ce que tu fais, non? C'est beau. Même ta femme aussi, qu'est-ce que non, ils me soutiennent. Quand on parlait de soutien, ma femme elle me soutient sur ça, malgré que elle c'est pas du tout son truc, tu vois, c'est pas du tout son truc. Mais il y a le soutien. C'est marrant parce que j'en ai parlé hier ou avant-hier. Les gens, quand j'ai posté le fait que je me lance dans le stand-up, j'ai commencé à avoir des commentaires ou des messages privés qui me disaient « je le savais ». Et c'est des gens qui m'ont connu dans mon parcours quand je suis à 20 ans, mais c'est vrai qu'on voit dans les commentaires un peu à 25 ans, etc. Et ils me disent « ah, je savais que tu allais faire ça ». Et j'ai eu sur un réseau professionnel où je l'ai balancé, LinkedIn, tu vois, j'ai des gens qui m'ont envoyé des messages. J'espère que tu vas raconter l'anecdote de ça. C'est des anecdotes que j'ai racontées quand on était en salle de pause, quand on était etc. Et tu les racontes dans ton spectacle. Et je les raconte dans mon spectacle. Et il y en a une sur le gymnase, par exemple, et il me dit, il y en a une qui m'a envoyé, mais fais-le le gymnase, parce que, et c'est une personne, ça fait 18 ans que je l'ai pas vue. Et elle m'a dit, et c'est marrant parce qu'elle a gardé une anecdote. Ça fait 10 ans que tu l'as pas vue, et elle sera là le 21? 18 ans? Non, elle sera pas là. Mais une, ça fait plus de 14 ans que je l'ai pas vue, et qui m'a fait la même chose, qui m'a dit s'il te plaît raconte l'histoire du gymnase. Ça veut dire que ce qui me fait rire et qui me touche en même temps, pour être franc, c'est que j'ai raconté une vanne que j'ai vécue il y a 14 ans à une personne dans une salle de pause. Ah ouais, okay. Et que ça l'a tellement marqué cette vanne là qu'elle m'a associé à cette anecdote, et que elle me demande de la faire sur mon spectacle. Et c'est un de mes objectifs de spectacle. Incroyable. J'aimerais vraiment que les gens, quand ils sortent de mon spectacle et qui vivent 6 mois, 9 mois, etc., qu'il y a une vanne ils vont ils vont faire leurs courses. Ils peuvent sortir une vanne qui est liée au spectacle. J'aurais réussi. C'est bien ça, parce qu'au moins les gens, j'espère pour toi que tu vas aller très très loin avec ce spectacle. Ça, ils pourront peut-être se souvenir en mode, il sort la vanne. Alors, on sort la vanne par exemple quelque part en mode, ah bah oui, c'est Zakaria. C'est qui Zakaria? Bam. Et puis bouche à oreille, et puis voilà, ça peut marcher comme ça. Il y a un petit gimmick. Faut toujours avoir un petit truc qui te fait dire, ah, c'est cet humoriste-là. Qu'il a fait, il est habillé comme ça, il a sorti telle vanne, ça te fait sortir de ça. C'est marrant parce que hier, j'en ai parlé et on disait que c'est chaque humoriste et chaque artiste a son petit truc. Non, à son gimmick. Au-delà de sa gimmick, à sa signature. Voilà, c'est ça. On parle souvent d'artistes, de chanteurs, on dit la signature vocale. Il y a des chanteurs, tu vois, peu importe ce que tu fais, peu importe le morceau. Dès qu'ils chantent, je sais qu'ils chantent Eddie Mitchell. On sait Motalo. Et on s'est moqué de moi avec Stromae tout à l'heure. Non mais c'est vrai. Eddie Mitchell, on sait qui est Eddie Mitchell. Il y a des signatures vocales très marquées. Ouais. Est-ce que tu peux nous la refaire, Eddie Mitchell, s'il te plaît? Motalo. Motalo. Il y a des signatures vocales. Et un de mes objectifs, c'est qu'aujourd'hui, c'est une recherche. Tout à l'heure, tu parlais de clown et tu parlais de la signature. Moi, chez toi, je vois ta signature, etc. Mais je veux vraiment que les gens se souviennent de ma signature. C'est-à-dire que Afari, il a sa signature. Ouais, mais moi, tu vois, je vois des humoristes où dès que je les entends, je vois, je sais quel humoriste il aime, parce que
je reconnais T'as repéré des les trucs, influences, tu peux les avoir. influences, mais dans le texte de la personne. Tu vois. Ouais, mais ça c'est différent. Tu vois, pour moi, tu peux être influencé, mais tu dois garder ta signature. Comme par exemple, la signature de Zach, c'est se toucher le pec pendant tout ça. Se toucher le ventre. Ouais, ça peut être un truc, Bienvenue ça. chez Tété. Non, toucher le ventre. Non, avoir sa signature, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment atteindre. Même si j'ai toujours dit Jason Brokers, Adib Al-Khalidé, Fari, Roman. Bueno. Fari, c'est vraiment ces quatre-là. Mais je le dis en toute transparence, c'est les 4 mecs. Aujourd'hui, au niveau, moi c'est très clair, on compare au foot. Foot, à chaque fois, il y avait cette question, il me dit souvent sur le foot, qui va pouvoir s'asseoir sur la table de Cristiano Ronaldo et de Messi? C'était un truc qu'on a reproché à Griezmann à une époque, on dit, parce que Griezmann, il a dit, je peux m'asseoir, etc. Ah oui. Okay, C'est-à-dire, quel est le joueur qui peut s'installer, s'asseoir sur une table de top joueur? Mais tu vois, moi, ça me challenge. Tu peux t'asseoir à une table de top joueurs quand lui, il est dans la descente, tu vois. Il y a des humoristes que tu vois repasser et tu te dis, faudrait que t'arrêtes, mec. Oui, je sais. Mais aujourd'hui, à date, franchement, un de mes objectifs, c'est d'arriver à un niveau 2. Et je parle pas de célébrité ni de popularité. On est d'accord, les gars, je parle pas du tout. Je parle de l'art de stand-up. Ouais. Je veux arriver à un niveau d'écriture de ces mecs-là, parce que je trouve qu'ils ont un niveau extrêmement fort, et je veux bosser dur. C'est pas que je veux l'avoir comme ça va me tomber dessus. Je veux bosser dur. C'est comme les moines Shaolin. Quand je veux cravacher. Il faut cravacher. De toute manière, il n'y a pas le choix. Hein. Et du coup, j'avais pas fini ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à toi qui as 41 ans. Oui. Et par rapport... on disait quoi par rapport à que tu sois acharné? C'est pas ça le terme? C'est quoi déjà que t'en veux, toi? C'est quoi que t'en veux? J'ai la dalle ou que je suis déterminé. Ouais, voilà, déterminé, ouais. Bon, on le voit bien parce que tu vois, tu vas. Sois souffrant, c'est ça? Souffrant à 41 ans. Oui, non, mais. Sciatique. D'où vient, du coup, même le nom du podcast que t'as mis en place? Par la porte ou par la fenêtre? Mais tu vas aller chercher un truc parce que tu vas trouver des pépés de je ne sais où, tu vas contacter des salles de spectacle, tu vas choper des places dans des comedy clubs assez hauts pour avoir juste un 5 minutes en 10 minutes. Ça, c'est incroyable. Et encore plus, je dis pas que t'es vieux, mais à 41 ans, il y a ce niveau de détermination assez inédit et assez rare dans le milieu du stand-up, je pense. Je sais pas, les gars, mais c'est peut-être culturel. Alors, tu vois, tu revenais de l'entrepote là l'autre fois, et dès que tu mettais dans le groupe qu'on a ensemble, faut que je travaille encore plus, parce que t'as vu les autres jouer et tu te sentais pas au même niveau qu'eux déjà ou pas? Non, c'est pas ça. C'est que j'étais pas content de ma presta. Et que je voulais, en passant en premier, le passage en premier était toujours en difficulté. Je voulais plier la salle en premier. Ok. C'était un de mes objectifs. Je voulais, parce qu'il y avait 2 autres humoristes. Dans un, il y avait quasi 30 à 40% des gens de sa famille de connaissances qui étaient dedans. Ce qui fait qu'il était vraiment venu exprès pour le voir. Et au final, je voulais nous sommes à 1h10. 1h10, alors que j'avais dit. Il n'y a pas eu de. Il y a pas eu. Merde. Et pourtant, on a 0 pour l'instant. C'est comme les P, il y a des P sans bruit, mais là, c'est un rose sans bruit. Il y a le Havre de paix. Ouais, non, je voulais vraiment plier la salle. Je voulais passer en premier et je voulais casser la salle. Et par rapport, et j'ai pas réussi. Le fait que tu sois passé premier et les 3 autres, vous avez tous cassé la salle différemment ou tous pareil? Chacun avait son univers complètement différent. Il y avait quelqu'un avec la guitare, il y avait vraiment des univers complètement différents. Mais il y avait un mec qui avait un humour vraiment posé, assez acide aussi. Mais il y avait vraiment des univers différents. Et je me suis dit, il faut que je le casse. Parce que j'avais comme objectif, c'est d'impressionner pour que je puisse jouer mon spectacle chez eux. Et je voulais taper très très fort. Et comme j'ai pas tapé fort, et j'étais déçu de moi-même, plutôt. J'étais déçu de moi-même. Par rapport à un bar que tu as fait à Rennes, là, le bar en scène, où tu étais même très très bien ce soir-là, est-ce que tu as déjà eu des scènes comme ça, similaires, où ça se passait vraiment très bien? Comme un poisson dans l'eau, comme tu as pu. Ouais, j'ai joué au théâtre Le Normandie au Havre, où j'ai eu vraiment pendant quasi 20-25 minutes
la salle qui était avec moi, complètement avec moi, sachant que vraiment j'arrivais à la fin, les gens voulaient pas que je m'arrête. C'était vraiment une sensation, mais je le promets, c'était une sensation. Les gens voulaient que. T'es pas là pour vérifier. J'ai la vidéo, mais quand je t'envoie la vidéo, tu la rates jamais, ça sert strictement à rien. Ouais, j'ai deux fois que j'ai vécu en Seine et en Normandie. Et notre pote à côté, non, pas à la hauteur encore. Pas encore. Mais je sais que je vais jouer le spectacle et je vais être extrêmement déçu. Mais tu pars déjà déçu d'avance. Ah oui, je sais que là, la première que je vais faire, je sais que c'est pas du tout le niveau que je veux montrer. Après, évidemment, mais tu m'en parlais tout à l'heure où. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Sauf que je sais que ça va pas être bon, mais n'empêche, je vais le faire pour y aller. De toute manière, il faut passer. La première d'un spectacle, ça se passe jamais. Ça se passe bien parce que t'as ton entourage, tes proches qui sont là. Mais la seconde fois où tu le fais devant vraiment des inconnus mais entiers, souvent c'est là que tu vois vraiment la dureté du. C'est sûr. Du job, quoi. C'est sûr. Mais après, pour répondre à ce que tu disais, d'où vient cette hargne-là? Mais après, ça vient du parcours de vie. Chacun a un parcours de vie. Moi, je suis arrivé chez moi à 17 ans en France. Je connaissais personne qu'avec des valises et voilà, etc. Et on m'a toujours fait comprendre qu'il faut que je travaille 4 fois plus pour que je puisse avoir la même chance qu'un Français. C'est vrai que tu dis ça parce que, en fait, le travail, ça finit toujours par payer. C'est la santé. Et ne rien faire, c'est la conserver. Mais en fait, en gros, le truc, c'est que il y en a, c'est la facilité. Il y en a qui arrivent sur scène sans beaucoup travailler, comme à l'école. Il y en a qui arrivent, mais tu te dis, mais comment il a fait pour avoir 18, quoi? T'as le talent, tu peux avoir le talent. Et il y en a d'autres où t'es obligé de travailler 2 fois plus que les autres pour y arriver. Et c'est un débat. C'est positif pour la fin. Au final, les gens, ils ont pas ce regard-là. Le public, tu vois, ils savent pas que t'as bossé, t'as galéré. Non, ils savent pas derrière le travail énorme qu'il y a. Mais il y a beaucoup de travail dans l'humour, les gens s'en rendent pas compte. Il y a énormément de travail. Les humoristes travaillent leurs blagues le soir, le lendemain, toute la journée. Et les mecs qui travaillent pas, ils durent pas. Les mecs qui bossent pas leurs blagues, ils durent pas. Tu peux avoir du talent, tu peux être extrêmement talentueux. Si tu travailles pas, y a rien. Tu peux être drôle. Drôle, ça veut pas dire que t'es un humoriste aguerri ou t'es un humoriste qui va réussir. Tu peux être drôle, mais drôle, ça veut rien dire. Quand tu veux vraiment monter sur scène, être drôle pendant 3 heures, ouais, mais par moment, tu vas t'essouffler. Ok. Mais s'il y a un fond, la forme, et que tu peux créer le premier spectacle, le deuxième spectacle, troisième spectacle, c'est pour ça que les remakes, c'est hyper compliqué. À chaque fois, sur les films, tu fais le Visiteur 1, Visiteur 2, le Visiteur 3. Souvent on dit le premier, c'est le meilleur. C'est exactement la même chose que le. Et si tu veux sortir un premier spectacle, un deuxième spectacle, et que le deuxième spectacle soit aussi fort, voire plus fort, mais gars, tu peux pas rester sur la même ligne directrice que le premier. Ouais. Ça veut dire qu'il faut que tu donnes autre chose et qu'il faut encore bosser. Le talent, oui, mais le boulot. Practice, quoi. Voilà. Sans jamais s'arrêter. Il faut jamais s'arrêter. Et un seul truc, vivez sans regret, les gens. Vraiment, c'est un conseil que je vous donne avant de finir ce podcast. Vivez sans regret. Ne laissez personne vous dire que tu peux pas y arriver. Tu vois. Et pour y arriver, il faut passer pas à la porte ou pas à la fenêtre. Exactement. Merci je tiens bien ce jingle là. Et pour y arriver, si on vous ferme toutes les portes, il y a toujours une fenêtre d'ouverte. Merci. T'as vraiment fait la fin de ton spectacle. Il y a toujours une fenêtre. Il s'entraîne. Merci Robiche pour ce. Merci Zach, c'était vraiment un bon moment là. J'ai bien kiffé. C'était un bel épisode. On a appris un peu plus sur nous. Ouais. Et j'espère que. Il y avait une émotion là, j'ai senti ça a circulé là, il y avait quelque chose qui se passait là. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie de me barrer. Parce que sinon je vais commencer à chialer. Attends, le 21 janvier pour bien chialer quoi. Ouais. Merci. Après, le sourire avant tout. N'oubliez pas de liker, de s'abonner et de faire 5 étoiles, les amis, parce que ça nous permet de nous soutenir. Et à bientôt. À bientôt par la porte, par la fenêtre. Ciao les amis. Ciao Kenavo.